Nous démarrons ce bulletin d'information avec ce drame à Saly. 2 corps sans vie découverts dans la station balnéaire. La première est une victime de nationalité étrangère retrouvée morte chez lui. La deuxième étant mécanicien poignardé lors d'une bagarre. La police a interpellé le présumé coupable et une enquête est ouverte pour déterminer la cause de la mort de l'étranger. Une information de notre correspondant sur place à Abdourahmane Diallo. Les collectivités locales, à elles seules, ne vont plus pouvoir attribuer des terres. Toute délibération d'un conseil municipal sera obligatoirement approuvée par l'autorité administrative. Le chef de l'État a signé le décret. Salif Sow nous en fait la lecture. Les terres de culture et de défrichement sont affectées par délibération du conseil municipal. Cette délibération n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée soit par le sous-préfet, soit par le préfet de département territorialement compétent lorsque la superficie objet d'une délibération ne dépasse pas 10 hectares. Toutefois, dès que la superficie est comprise entre 10 hectares et 50 hectares, seul le préfet du département dans lequel est géographiquement localisée l'assiette approuve la délibération. Au-delà de 50 hectares, la délibération ne peut être approuvée que par le gouverneur de région territorialement compétent par acte réglementaire enregistré au niveau du secrétariat général du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et du Budget et le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le journal officiel. Décret paraphé par chef de l'État Macky Sall le 16 septembre dernier. Une décision qui vient à son heure ou presque, vu les litiges fonciers constatés ça et là sur l'ensemble du territoire national, pratiquement. Les affaires Ndengler et Tobin, de parfaites illustrations. Et puis ces cris du cœur des personnes en situation de handicap, en particulier les diplômés qui s'indignent du fait que les 15% votés à l'Assemblée nationale n'ont jamais été respectés par la fonction publique. Ils se sont confiés dans ce sujet signé Fatou Bintou Conté et Ahmadou Ba. Le droit de travailler, le droit d'avoir une vie décente et digne comme tout le monde, parce que c'est pour ça qu'on se battait aussi. Le minimum qu'il faut, c'est un minimum de respect, de considération qu'on nous doit. Pourtant, ces personnes vivant avec un handicap peinent à trouver du travail au Sénégal. Au moment qu'une loi a été votée dans ce sens-là, je pense que depuis que ça a été voté par l'Assemblée nationale, ce problème-là ne devrait plus se passer. Donc là, bon, même s'il y a des problèmes au niveau du privé ou d'autres structures, je pense que si l'État avait fait le nécessaire, les services de l'État en tout cas, je pense que cette difficulté d'insertion professionnelle pour les personnes vivant avec handicap ne devrait plus se poser. Pour ces handicapés diplômés, le ratio de 15% qui leur a été réservé n'est même pas respecté par la fonction publique sénégalaise. Nous sommes persuadés que les handicapés diplômés au Sénégal par année ou bien même de façon globale ne représentent pas, ne peuvent même pas satisfaire ce ratio de 15%. Si ce pourcentage a été respecté, on n'en serait pas à trouver des personnes handicapées diplômées au chômage. D'ailleurs, pour le coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, l'insertion des handicapés diplômés devait être concrétisée depuis longtemps. Selon lui, c'est la politique de l'État en termes d'emploi qui laisse à désirer. Ils ne devraient pas subir ce que subissent les autres, parce que déjà, ils ont déjà un handicap. Et malgré cet handicap, ils parviennent à décrocher leur diplôme. Donc je pense qu'on devrait leur faciliter l'insertion. Mais cependant, nous nous trouvons dans un pays où la question de l'emploi ou la question du chômage n'est pas prise en compte comme il le fallait. Elle n'est pas traitée avec sérieux. Elle n'est pas traitée avec réflexion. Elle est traitée en fonction des humeurs politiques et de la situation politique. Pour rappel, ces handicapés diplômés ont battu le macadam la semaine dernière pour exiger leur insertion dans la fonction publique sénégalaise. Nous découvrons dans l'univers des conducteurs de bus Tata. Ils sont incontournables dans le trafic urbain, mais travaillent souvent dans des conditions extrêmement difficiles, entre absence de contrat, à longue distance. Les complaintes sont nombreuses. En sujet signé Aminata Mbaresso et Ahmadou Ba. Adama Mbeng est conducteur de bus Tata depuis bientôt 13 ans. À bord de la ligne 37, Adama adresse les différents axes de la ligne. 42 km entre le point de départ et le point d'arrivée.
La ligne 37, prend départ ici à Colodel et jusqu'à Apix. Il passe à Koloban, autoroute, Maris, Pikine Rue 10, Amo 6, Guédiawaye, Malika, jusqu'à Apix. Ouais, c'est 42 km. Une distance 2 à 3 navettes par jour. Un véritable parcours du combattant pour Ousmane Gueye, agent à la ligne 84. Je prends départ à partir de 5 heures du matin et je peux descendre entre 22 heures et 23 heures. Les navettes, c'est suivant l'heure de départ. Elles peuvent aller de 2 à 3 par jour. Entre longues distances, absence de contrat de travail pour certains, les complaintes sont nombreuses. Souvent, les conditions sociales font défaut, surtout pour ce qui est de la prise en charge médicale. Il faut que les terminus soient aménagés. Par exemple, il n'y a même pas de sanitaire. Et pourtant, la présence de ces transporteurs. Surtout moi, je suis en contrat. Vraiment, je suis bien en sardoga avec le patron. Une meilleure amélioration des conditions sociales, objet d'une rencontre entre le ministre des Transports et les différents opérateurs, pourvu que des solutions idoines y sortent pour le bien-être de ces transporteurs dans le trafic routier est incontournable. Merci à vous, Aminata Baresso. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction le Mali, double investiture malgré les sanctions de la CEDEAO. Le nouveau président de la transition, président par intérim, doit prêter serment ce vendredi 25 septembre, ainsi que le nouveau vice-président, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte qui a renversé Ibrahima Boubacar Keïta. Cette double investiture se fera dans un contexte particulier puisque la CEDEAO n'a pas levé les sanctions qui pèsent sur l'État malien depuis le coup d'État du 18 août. Nous parlons du chanteur malien Sidiki Diabaté qui a été finalement placé sous mandat de dépôt selon Mali Jolie Aden. C'est après 3 jours de garde à vue. Le procureur près le tribunal de la commune 3 a ordonné son placement en détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Sidiki Diabaté, pour rappel, a été arrêté lundi dernier suite à une plainte déposée par sa campagne Mamicita pour violence conjugale et séquestration. Au Cameroun, le MRC, parti de l'opposant Maurice Kamto, proteste après l'arrestation de son trésorier et de son porte-parole et de plusieurs autres personnes ayant répondu à son appel. Le parti avait appelé au rassemblement notamment pour demander le départ du pouvoir du président Paul Biya. En RDC, République démocratique du Congo, les manifestations pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda se poursuivent. Vincent Karega est accusé de nier le massacre de plus d'1 millier de personnes à Kasika, dans la province du Sud Kivu, le 24 août 1998, un massacre attribué aux rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD et leurs alliés militaires rwandais par l'ONU. En France, la Ligue des droits de l'homme, la FIDH ainsi que 9 militants soudanais ont déposé une plainte contre la banque française BNP Paribas pour complicité de crimes contre l'humanité, génocide et actes de torture et barbarie. Il se constitue partie civile il y a 1 an. Palestine, des élections auront lieu dans 6 mois. Une annonce faite par les 2 principales factions palestiniennes, le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas islamiste qui contrôle la bande de Gaza. Le dernier scrutin présidentiel date de 2005 et depuis lors, il n'y a que des annonces. Plus de détails avec Dissa Prera. C'est à Ankara que l'annonce a été faite ce mercredi. Le Fatah et le Hamas ont décidé d'aller vers des élections d'ici 6 mois. Une énième entente entre ces 2 frères ennemis qui s'interrogent les observateurs à savoir s'ils sont capables de tenir ensemble des élections et mettre fin à la division politique qui mine les territoires palestiniens. En 2005, le Fatah de Mahmoud Abbas gagne la présidentielle. En 2006, le Hamas remporte les législatives et en 2007, le pays s'engouffre dans une crise politique sans précédent. Depuis cette date, beaucoup d'accords ont été ficelés mais sans suite. En dehors des législatives et de la présidentielle, les sièges du Conseil central de l'OLP seront également soumis au vote des Palestiniens.
aux États-Unis, le président Donald Trump a surpris la classe politique en refusant de garantir un passage sans violence du pouvoir s'il venait donc de perdre l'élection présidentielle face à Joe Biden le 3 novembre, une attitude qui a crispé tous les acteurs politiques. Plus de détails avec Al-Hassan. Il a suffi d'une question lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche pour tendre un peu plus le débat politique américain à moins de 6 semaines de l'élection présidentielle. Donald Trump interrogé sur ce qu'il ferait en cas de défaite face à Joe Biden le 3 novembre prochain. Question: vous engagez-vous à une passation pacifique du pouvoir? Réponse de Trump: il va falloir que nous voyions ce qui se passe. Donald Trump ajoute après sa réponse évasive qu'il avait toujours autant de doutes autour du vote par correspondance, méthode très utilisée cette année en raison de l'épidémie de coronavirus. Le président y voit une source de fraude potentielle et multiplie les critiques à ce propos depuis des semaines. Débarrassez-vous de ces bulletins de vote par correspondance et il n'y aura pas de problème. Al-Hassan Donald Trump, toujours qui s'illustre après avoir annoncé de nouvelles sanctions contre Cuba. Mercredi 23 septembre, le secteur touristique est la troisième entrée de devises sur l'île de Cuba, un secteur déjà largement affecté par les sanctions américaines de 2019. Ces dernières mesures, ou les dernières mesures américaines, viennent s'y ajouter. Elles visent à couper les vivres du régime de la Havane et, selon les Cubains, à satisfaire l'électorat du sud de la Floride. C'est tout pour cette page internationale, cher Tidjane. Merci à vous, Mouloufal. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à toi, cher Tidjane. Merci également à Mamadou Fall pour cette première tasse actu qui, on l'espère, a été digeste. Tout de suite, la revue des titres avec Mortal Gueye.